Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans la santé en mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne plus que jamais dès lors que le soleil va montrer ses premiers rayons. Il s'agit de notre peau. Oui, prendre soin de sa peau, c'est non seulement préserver sa beauté, mais surtout préserver sa santé et notamment se prémunir des effets indésirables du soleil. Alors avec nos invités, nous ferons le point sur l'impact que le soleil peut avoir sur notre enveloppe corporelle et nous ferons également découvrir les dernières innovations technologiques pour accompagner les professionnels de santé dans le dépistage du cancer de la peau. La santé en mouvement spécial à comment prendre soin de sa peau, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir Élodie Poirier. Bonjour Élodie, vous êtes dermatologue à l'hôpital Saint-Joseph et spécialisée en oncologie. Alors pour commencer, on aime bien dresser un petit peu un état des lieux de l'accès aux soins dermatologiques ou autres en France. En dermatologie, c'est facile d'avoir une consultation ? Bonjour à tous. Non, c'est très difficile parce que on est peu nombreux. On est actuellement 2498 dermatologues en exercice actif en France, avec seulement 796 dermatos en activité libérale pure. Donc il y a beaucoup d'hospitaliers. Et on est vieux, 40% d'entre nous ont plus de 60 ans, avec des activités qui sont forcément un peu moins importantes les années avançant. Et les jeunes travaillent beaucoup, contrairement aux idées reçues. Ils ont plus de consultations que les plus âgés. Donc ça veut dire que l'époque de la consultation annuelle systématique chez le dermatologue, c'est un temps révolu. Tout à fait. Alors, Élodie, on vient vous voir essentiellement pourquoi ? C'est quoi le top des pathologies, on va dire, qui vous concernent ? Alors, la dermatologie, c'est très varié. On va du petit enfant jusqu'à la personne âgée. On a des pathologies inflammatoires, l'eczéma, le vitiligo, le psoriasis, la pelade, la maladie de Verneuil, des maladies tumorales, et c'est quand même une grande partie de notre travail. Le dépistage des cancers, le traitement des cancers de la peau, qui sont certes les mélanomes qui sont les plus connus, mais aussi les carcinomes les plus nombreux et d'autres cancers plus rares de la peau, les lymphomes et autres. Alors, on va justement parler aujourd'hui du cancer de la peau. Pourquoi il est si important de faire un diagnostic le plus tôt possible et de surveiller ses grains de beauté et sa peau ? Alors, la plupart des cancers de la peau sont traitables et guérissables avec une chirurgie précoce. Plus la tumeur est diagnostiquée précocement, plus elle est petite, plus elle est facile à traiter. Et concernant le mélanome, qui n'est pas la plus fréquente, mais potentiellement la plus agressive, en effet, sa durée d'évolution va donner son invasivité et sa dangerosité. Donc, un diagnostic précoce permet d'éviter, on l'espère et on le pense, les formes graves, métastatiques et malheureusement mortelles. Alors, justement, on a tous la possibilité de se regarder, de s'auto-diagnostiquer, on va dire, avant de venir vous voir. On parle de carcinome, de mélanome. Éclairez-nous un petit peu à quoi ça ressemble très concrètement sur notre enveloppe corporelle. Alors, les carcinomes qui sont les plus fréquents mais les moins connus, c'est une plaie qui cicatrise pas, une lésion qui prend du relief, qui fait une espèce de croûte, un petit bobo. Parfois, on peut même penser à un kyste. Le kyste, normalement, gonfle sous la peau. Le carcinome, lui, va gonfler sur la peau. Donc voilà, quelque chose qui évolue. Un bobo qui cicatrise pas, ça, c'est pour tout le spectre des carcinomes. Ça doit vous inquiéter. Et le mélanome, c'est le plus souvent quelque chose qui apparaît. On est inquiet pour ces grains de beauté qu'on a de naissance, qui sont grands, qui ont du volume, qui sont tout mous, mais c'est rarement les plus embêtants. Dans plus de 70% des cas, c'est une lésion qui apparaît. Donc ça va être les critères ABCDE ou le syndrome du vilain petit canard. Donc rapidement, ABCDE, c'est asymétrique, une tumeur qui n'a pas de symétrie, le miroir, comme on a appris. Mais vous faites quoi ? Vous appelez tumeur un grain de beauté, c'est ça ? C'est un peu l'arbre qui cache la forêt ? Oui, on appelle ça une tumeur à partir du moment où on retrouve des cellules tumorales, agressives, qui ont des super pouvoirs d'invasion, c'est une tumeur. Et donc un grain de beauté est une tumeur bénigne, c'est-à-dire qu'elle n'a pas ces super pouvoirs invasifs, et un mélanome est une tumeur maligne, c'est-à-dire qu'elle est faite de cellules aux super pouvoirs d'agressivité et de dangerosité. Donc là, quand on a repéré sur sa peau ce qui ressemble à ce que vous évoquez, médecin généraliste, dermatologue, comment on commence le parcours de soins ? Alors, dermatologue, c'est parfois difficile. Si vous pouvez, très bien, aller voir directement un dermatologue parce que c'est quand même l'expert de la peau. Et sinon, vous pouvez voir votre médecin généraliste qui peut solliciter un dermatologue, soit via les réseaux de soins. Ça a été établi par le syndicat, réseau de soins en dermatologie, des réseaux de professionnels par téléexpertise gratuite via la plateforme OmniDoc, ou
votre médecin généraliste peut avoir un dermatologue référent aussi par ce réseau qui est gratuit pour les médecins, financé par l'assurance maladie. C'est des accès rapides. Un médecin libéral ou l'hôpital, notamment à Saint-Joseph, on a aussi cet accès par téléexpertise. Donc, si vous êtes inquiet, soit vous arrivez à avoir un dermatologue. Si vous n'arrivez pas à avoir un dermatologue dans un délai court, vous attendez pas 6 mois pour voir un dermato, mieux vaut voir un médecin traitant, un médecin généraliste ou un autre professionnel de santé, parce que ces plateformes de téléexpertise sont aussi ouvertes aux kinés, aux sages-femmes, aux podologues, aux autres spécialistes, aux autres professions paramédicales, pas uniquement aux médecins, pour avoir un avis en téléexpertise auprès d'un dermatologue. C'est important de souligner effectivement la téléexpertise aujourd'hui, c'est une solution court-termiste mais qui vous apporte un premier diagnostic. Alors là, effectivement, on découvre que effectivement, la tumeur, comme vous le dites, est fatale. On rentre dans quel type de protocole à partir de là ? Alors, elle n'est pas forcément fatale, mais la tumeur est invasive, agressive. Donc là, il faut la première prise en charge, c'est toujours la prise en charge chirurgicale. Donc, quand c'est une lésion pigmentée, il faut en faire une exérèse complète pour avoir un diagnostic qui soit précis. Alors, exérèse, on la supprime. Le retrait. Et pour les tumeurs qui sont plutôt des carcinomes, il faut d'abord en faire une biopsie pour avoir un diagnostic précis et ensuite prévoir l'exérèse, les marges, c'est-à-dire la peau saine autour qu'on va prendre, de telle sorte à avoir une chirurgie qui soit complète. Et ça, souvent, c'est compliqué parce que sur le visage, on n'a pas beaucoup de laxité, donc il faut faire des reconstructions qui sont complexes. Donc tout ça, ça doit être bien présenté, expliqué aux patients avant tout acte chirurgical qui peut avoir des conséquences cicatricielles importantes. Donc là, si on s'y prend assez tôt, je reformule, on peut effectivement éviter le risque et puis supprimer. Si on s'y prend assez tôt, oui, dans la plus grande majorité des cas, on guérit. Donc la prévention est essentielle. Alors avant d'en arriver là, prévention, qui dit prévention dit crème solaire avec les beaux jours qui arrivent. Là-dessus, expliquez-nous un petit peu les fausses croyances et comment bien choisir sa crème solaire. Je crois que ça c'est très important. Alors, qui dit prévention dit pas de soleil avant la crème solaire. C'est éviter majoritairement les expositions au soleil, surtout aux heures les plus chaudes, entre 11h et 16h. Mais la bonne photoprotection, c'est la photoprotection mécanique. Donc c'est l'ombre, c'est les vêtements, c'est les chapeaux. C'est pas très sexy, mais c'est le plus efficace. Après, quand on n'a pas le choix, quand on fait du sport, quand on travaille en extérieur toute la journée, quand on va au marché, on a les mains qui peuvent pas être couvertes avec des gants, mais il faut à ce moment-là appliquer de la crème solaire. Et donc ces crèmes solaires, il faut en mettre beaucoup, régulièrement. Pour couvrir le corps, il faut mettre l'équivalent d'une balle de golf. Donc le pot de crème solaire ne dure pas plus d'une semaine si vous êtes en vacances. Donc on se rend bien compte que personne n'en met jamais assez. C'est pour ça que la meilleure photoprotection, c'est pas la crème, c'est l'ombre et c'est les vêtements. Et après, il faut se méfier de la réverbération, du sable, de l'eau, de la montagne, de l'altitude et tout ça. Les fausses croyances, c'est pas parce qu'on va protéger ces grains de beauté, c'est pas la protection du grain de beauté, parce que comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, ces mélanomes, ils se développent sur une peau sans grain de beauté. Parfois, ça peut être un grain de beauté qui dégénère, mais le plus souvent, c'est pas ça. Donc, c'est vraiment l'intégralité de l'organe qui est votre peau, qui est votre organe de protection, qu'il faut lui-même protéger de ce soleil qu'on aime, mais qui ne nous veut pas que du bien. Alors, vous en parliez à demi-mot, mais il y a un sujet qu'on prend pas forcément en compte, ce sont les professions à risque. Quelles sont ces professions à risque et que leur conseillez-vous, justement ? Donc, toutes les professions d'extérieur, marins, agriculteurs, même les enseignants de sport, tous les gens qui travaillent dehors, parce que s'exposer au soleil, c'est pas juste faire la crêpe sur la plage, c'est juste être dehors. Et donc, c'est l'aspect cumulatif de ces UV. Dans les UV, il y a 2 phases de la vie qui sont la phase du petit enfant. Avant 3 ans, il y a absolument une contre-indication totale au soleil. Jusqu'à 15 ans aussi, c'est très important de n'avoir aucun coup de soleil parce que c'est des facteurs de risque importants de développer un jour un cancer de la peau, et notamment un mélanome. Et après, c'est l'exposition cumulative. Donc, quand on travaille en extérieur, au bout de sa vie, on cumule beaucoup d'UV. Et c'est ça et ça a été reconnu pour certaines professions et dans certaines circonstances comme une maladie professionnelle. Et alors, il faut dire à son employeur, je reste à l'ombre, je me couvre, ou alors on se prend en charge personnellement ? Normalement, il doit y avoir un peu des procédés de protection. Il y a des horaires restrictifs de travail. On ferme aux heures les plus chaudes du soleil. En effet, on porte un chapeau, une casquette, des lunettes
lunettes de soleil et on met de la crème, évidemment. Mais ça se discute avec l'employeur. Alors, on l'a bien compris, ce sont les UV du soleil qui sont dangereux. Mais alors, qui dit UV dit aussi quelque chose que vous voyez apparaître et qui est de plus en plus dangereux. Ce sont les vernis semi-permanents qui utilisent des UV. Quelle est votre recommandation par rapport à cette esthétique? Alors, c'est la mienne et puis celle de l'Académie de médecine. C'est-à-dire que quand on fait sécher ces vernis semi-permanents, on utilise des lampes UV. Et donc, l'ongle et la peau autour de l'ongle n'est pas protégée, même si vous mettez de la crème solaire, évidemment, avec tous les produits de détergents, on enlève cette crème. Et donc, c'est des UV cumulatifs que vous avez sur les ongles. Et sur les ongles se développent des cancers de la peau. Il faut donc éviter de faire plus de 3 séances par an de ces... 3 séances de vernis semi-permanent, que ce soit à la voilà. maison ou que ce soit dans les cabinets d'esthétique. Élodie, il y a aussi quelques pratiques que vous voyez circuler sur les réseaux sociaux qui sont inquiétantes et qu'il faut vraiment signaler sur les centres de chirurgie dermatologique avec des opérations, on va dire, dans l'instant. Oui, voilà, c'est quelque chose, c'est une prudence, je pense, à avoir. En effet, c'est compliqué d'avoir accès à un dermato. Parfois, il y a des centres de chirurgie donc en accès direct, donc qui permet d'être rapidement opéré pour une lésion. Donc, quand on fait 300 km, on comprend bien qu'on a envie d'être opéré rapidement. Cependant, comme je vous le disais précédemment, tout ce qui est chirurgie au niveau du visage, les séquelles cicatricielles sont importantes et c'est normal. Même le meilleur chirurgien, s'il est obligé de déplacer un morceau de peau pour reconstruire un morceau de nez, forcément ça laisse une trace et ça peut entraîner des traumatismes quand on n'a pas été préparé, quand on ne nous a pas expliqué, et surtout si après coup on se rend compte que la lésion était peut-être pas si méchante que ça et que la chirurgie a peut-être été un peu trop importante. Donc prenez garde à avoir un diagnostic précis avant de vous lancer dans une chirurgie compliquée avec des reconstructions lourdes. Et voilà, prenez le temps de la réflexion, assurez-vous que le diagnostic a bien été posé et que la prise en charge est bien cohérente avec les référentiels. Merci beaucoup Élodie Poirier, je rappelle que vous êtes dermatologue à l'hôpital Saint-Joseph spécialisé en oncologie. Restez avec nous, dans quelques instants nous verrons comment les nouvelles technologies apportent de nouvelles solutions face au cancer de la peau. La santé en mouvement spécial prendre soin de sa peau, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale peau, nous avons le plaisir d'accueillir Ali Kachlouf. Ali, bonjour. Alors vous êtes le cofondateur de l'entreprise Square Mind et c'est une entreprise robotique dans le domaine de la santé dont la mission est d'aider les médecins à sauver des vies et libérer du temps médical. Alors c'est une belle ambition, mais on va essayer de mieux la comprendre ensemble. Square Mind, c'est quoi Ali ? Bonjour Vanessa. Alors Square Mind, c'est une start-up française basée à Paris. C'est un peu plus d'une dizaine de personnes, société fondée il y a 6 ans, dont effectivement vous rappeliez la mission qui est d'optimiser le temps médical, d'aider les dermatologues à mieux réaliser des examens cutanés et donc les rendre plus accessibles. Et donc on a développé une série de solutions qui vont être disponibles cette année en France, mais aussi en Europe, pour aider les professionnels de santé en dermatologie. Donc le produit phare, on va y revenir j'imagine, s'appelle Swan. C'est un robot qui permet pour la première fois au monde de numériser l'intégralité de la peau d'un patient à très haut, avec une très forte définition. C'est un gentil robot, on va dire, c'est un bras articulé, mais très concrètement, expliquez-nous et décrivez-nous, parce que personne n'a l'image là pour l'instant, donc il est pour l'instant encore en usine, il n'est pas encore en cabinet médical, et expliquez-nous comment il fonctionne et comment il interagit avec le patient. Alors vous êtes tous déjà forcément allés chez un dermatologue, vous avez certainement vu la loupe qu'on appelle un dermatoscope que tient le dermatologue. Donc imaginez un bras robotique, un dispositif avec un bras robotique, puis au bout de ce bras vous avez un dispositif d'acquisition d'images, un dermatoscope. Et donc la mission de ce bras robot, vous avez juste à vous mettre en face du dispositif et ce bras, lui, vous voit en temps réel. Et son but, c'est un peu comme une tondeuse à gazon, c'est de bouger tout autour de votre corps à courte distance. Donc il ne touche jamais et il fait une acquisition d'images. Et donc en 5-6 minutes, on réalise une acquisition d'images corps entier pour vous numériser. Et donc le but du jeu, c'est quoi ? C'est de restituer au dermatologue ensuite des scans de vous en 2D, en 3D, selon le mode de visualisation qu'on préfère. Donc des cartographies qu'on peut ensuite investiguer comme des Google Maps de la peau sur lesquelles on peut zoomer jusqu'au niveau de définition dit dermoscopique, qui est le niveau de définition requis pour le médecin pour prendre un diagnostic. Donc c'est une nouvelle forme de documentation de la peau, une manière, on va dire, simple, précise, standardisée de
pour le médecin de suivre les patients dans le temps. Et donc là, le robot émet une recommandation sur les zones à risque, ou alors tout le travail est justement fait par le médecin qui a tous les clichés? Alors le robot lui fait l'acquisition d'images et ensuite vous avez une intelligence artificielle qui prend le relais. Donc la question, c'est que dit l'intelligence artificielle? Donc on y allait par étapes, et dans cette première étape, l'intelligence artificielle, elle fait quoi? Elle permet de cartographier l'ensemble de vos grains de beauté et tout de suite extraire par exemple les images dites dermoscopiques de l'ensemble de ces grains de beauté. Elle permet aux médecins, c'est important, vous le rappeliez juste avant, mais de mettre en évidence les changements entre deux visites. Donc concrètement, entre deux visites, quels sont les grains de beauté qui sont nouveaux, enfin les lésions pigmentées qui sont nouvelles, celles qui ont bougé. Ça, c'est une information qui est critique. On parlait des ABCDE, des critères ABCDE, et c'est la première question qu'on vous pose souvent en consultation. Qu'est-ce qui a changé sur votre peau? Très souvent, vous n'en savez pas grand-chose. Là, vous avez un moyen simple, quantitatif, de trouver cette information. Reste ensuite au médecin l'analyse de cette détection et de dire si oui ou non c'est un changement par exemple qui est significatif et pertinent. Donc alors, le médecin est toujours en contrôle. Alors j'allais vous poser la question parce qu'effectivement on a ces éternels débats, le robot, l'humain, etc. Le médecin a le dernier mot sur les clichés et leur analyse. Absolument, absolument. C'est une deuxième paire d'yeux. C'est une deuxième paire d'yeux. Il n'est pas encore commercialisé. Vous attendez quoi, des autorisations Non, on les a. En fait, là, on est en train d'optimiser, d'améliorer quelques petits sujets qu'on a identifiés. Puis, on est en train d'essayer de monter en gamme en termes de capacité de production, parce qu'il faut être capable de servir les nombreux cabinets de ville ou hôpitaux qui sont aujourd'hui sur liste d'attente pour déployer cette solution. Et elle va arriver à partir de cet été. Mais alors, j'ai une question. J'imagine qu'un robot comme celui-là, il a un coût. Il est destiné à qui, justement? À des professionnels de santé qui sont isolés dans leur cabinet, à des centres hospitaliers, à des cliniques? Qui peut s'offrir un robot comme le vôtre? J'ai pas envie de vous poser la question du prix parce que je sais pas si vous allez me répondre. Néanmoins, il faut quand même le payer. C'est la question, c'est une des questions fondamentales. Vous avez raison. Donc ce dispositif, il est destiné à deux types de populations, effectivement, les cabinets de ville et les hôpitaux. On a essayé d'être créatif plutôt que de demander forcément à des cabinets de ville de financer ce type d'appareil, de leur permettre de louer aussi cet appareil et les services qui sont associés, notamment les améliorations continues de l'intelligence artificielle. Donc vraiment limiter les freins à l'adoption. Comment est-ce qu'on finance ce type d'appareil? Ce qui est assez intéressant et ce qui n'est pas si courant, c'est que c'est un dispositif qui a un impact positif sur le workflow, c'est-à-dire sur l'organisation des soins. Et donc ce que voient beaucoup de professionnels de santé, c'est qu'avec ce type d'appareil, ils vont gagner du temps. Qui dit gagner du temps dit voir plus de patients. Donc, il y a une incitation économique, des externalités positives économiques qui permettent d'autofinancer ce type d'appareil. Ensuite, en fonction des géographies, vous avez aussi parfois des codes de remboursement qui existent et qui permettent, sans reste à charge aux patients, de bénéficier de ce type de scan. Donc, c'est le cas, par exemple, aux États-Unis. Il n'est pas impossible que ça arrive en France, mais dans pas mal de pays, ce type de choses existe. Mais alors la question, ça veut dire qu'à un moment, il faut que quelqu'un paye notamment ce service. Oui. Est-ce que ça va rendre la consultation plus onéreuse? Est-ce que les mutuelles vont absorber le coût? Est-ce que ce sont les établissements de santé? Quand il y a des gains de productivité, de facto, c'est neutre, vous voyez, pour le patient. C'est-à-dire que vous dégagez des excédents de chiffre d'affaires pour un cabinet, un hôpital, et donc ça leur permet de financer, neutraliser le coût de l'appareil. Il est vrai que certains cabinets auront d'autres stratégies prix, en particulier quand ils ont ce levier, de proposer ce type de service additionnel en attendant que des mutuelles puissent prendre le relais quand le remboursement n'existe pas. Donc vous avez le sentiment en ce moment qu'il y a une forme de lenteur néanmoins à l'acquisition d'innovation par rapport à notre système de santé? En tout cas pour cette solution, c'est tout le contraire. Ça aurait pu être le cas, mais encore une fois, comme il y a des... C'est un vrai besoin, il y a des temps d'attente extrêmement longs et en fait, je tiens quand même à le rappeler, mais ces temps d'attente qu'aujourd'hui subissent l'ensemble des patients jusqu'à 12 mois, en fait, c'est pas simplement un inconfort, c'est des pertes de chance. Donc toute solution, quelle qu'elle soit, qui puisse permettre d'accélérer la prise en charge, ce sont des solutions qui sont vues comme fondamentales, vitales par le système de santé, par les professionnels de santé, dont je rappelle quand même la motivation première à exercer, c'est quand même d'aider leurs patients à accéder plus vite aux soins. Et donc j'ai encore eu la semaine dernière quelqu'un qui m'expliquait qu'elle était dermatologue, désemparée de devoir aujourd'hui récupérer des patients qui sont diagnostiqués trop tard parce que trop de temps d'attente. Alors, vous allez m'autoriser, je vais poser la question aux professionnels de santé, justement, du rôle entre l'humain et la machine. Comment vous accueillez, vous, avec vraiment une grande bienveillance, où il y a encore des freins parmi vos pairs, on va dire, pour acquérir et travailler avec une machine comme celle-là?
Alors, cette machine est très bien parce que par rapport aux autres, il n'y a pas d'assistance humaine, c'est-à-dire que le robot travaille tout seul. Il prend des clichés dermoscopiques de toutes les lésions, si j'ai bien compris. Et ça, c'est vraiment une innovation que les autres n'ont pas. Et ça permet réellement d'avoir une acquisition de toutes les lésions et une analyse à distance sans requérir la présence du médecin auprès du patient. Donc ça, c'est vraiment une innovation qui est intéressante. Après, tous les moyens, par contre, je nuance un peu, ne sont pas bons parce que une machine qui est mal utilisée ou qui est utilisée par des professionnels qui sont ni formés ni compétents va juste aboutir à de nombreux exercices pour rien. Absolument. Donc, avoir derrière la machine se souvenir qu'il faut qu'il y ait un professionnel compétent et formé et pas un DU en 20 heures, c'est très important. Et en effet, on est tous absolument désemparés de voir ces patients arriver trop tard, en ayant attendu, en ayant eu vraiment du mal à consulter. Donc c'est vrai que voilà, mais bon, on est humain et malheureusement on peut pas voir des patients en 5 minutes. C'est pas. Mais Ali, je suppose que vous fabriquez certes des machines, mais vous assurez de la formation et c'est ça qui est essentiel. C'est impératif, mais nous ne formons pas à la lecture de ces images et Elodie le rappelait, c'est fondamental de mettre ce type d'appareil à disposition d'experts pour qu'in fine ce soit des experts bien formés qui puissent prendre les décisions qui s'imposent. Ali, votre prochain défi, on va dire, pour Square Mind, c'est maintenant le lancement opérationnel ? Absolument. C'est rendre les patients et les professionnels ravis de l'expérience qu'ils peuvent avoir avec cette solution. Quelle échéance ? On peut annoncer quelque chose sur ce plateau ? À partir de cet été. À partir de cet été, très bien. Merci Ali Gachetouf, je rappelle que vous êtes cofondateur de Square Mind. Merci beaucoup Elodie Poirier. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur l'application Sud Radio et sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Surtout, prenez soin de vous.